lance ce nouveau projet de folie furieuse qui est de construire le drakkar le plus rapide du monde. C'est possible de lancer un projet avec beaucoup d'enjeux et de questionnements ou d'incertitudes au départ et que ça marche du premier coup, c'est possible. Aujourd'hui, on n'est que 2, mais si on pouvait, on serait 100 derrière ce micro, quoi. Genre, c'est ça le truc qui est fou, quoi. Eh bien écoutez, c'est parti. Salut Arnaud, salut Thomas, bienvenue sur Les Frappés. Salut Loïc. Je suis ravi de vous accueillir. Alors on fait une première ce soir, on inaugure. C'est la première fois que j'ai 2 invités en simultané pour nous parler de leur projet, nous parler de leur projet complètement fou, mais ça vous nous en direz plus. Donc écoutez, super content de vous avoir tous les deux. Merci beaucoup pour votre flexibilité et de nous consacrer un petit peu de votre temps pour nous expliquer ce que vous faites sur le projet Les Bâtards. Et sans plus de teasing, je vous laisse vous présenter et nous parler des Bâtards. On fait une présentation comme au live. Donc, moi, je suis avec Thomas Devino à ma gauche, a.k.a. Olaf, qui est un des membres éminents des Bâtards, un des membres fondateurs. Et moi, je suis avec Arnaud Huvelin, a.k.a. Bjorn, effectivement à ma droite, et qui est un des membres qui a rejoint le collectif il y a maintenant quelques années. Et avec qui on lance ce nouveau projet de folie furieuse qui est de construire le drakkar le plus rapide du monde. Point. Wow, la classe. Alors là, pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on est rentré en contact sur Instagram, en l'occurrence. Yes, c'est moi, ouais. Par un petit message comme ça. On construit le drakkar le plus rapide du monde. Ça vous dit d'échanger? Waouh, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc peut-être parce que je me suis rendu compte, alors moi je suis un peu un fan de mythologie nordique et d'histoire en général, du Moyen-Âge, Trop etc. bien. Donc un drakkar, je vois absolument ce que c'est. Mais est-ce que peut-être vous pourriez nous rappeler, pour celles et ceux qui ne seraient pas forcément familiers du terme, ce qu'est un drakkar et, avant qu'on aille peut-être même plus loin, d'où vient votre nom en fait? Déjà, Thomas, il va commencer à t'expliquer que drakkar, ça n'existe pas. J'adore quand il explique ça. Du coup, moi aussi, je suis un passionné d'histoire et effectivement, le mot drakkar, c'est un mot qui n'existe uniquement en français, puisque c'est un mot qui a été inventé par le mouvement romantique, par le romantisme au 19e et 20e siècle. Et en fait, en scandinave ou même en anglais, ils appellent ça des longships ou des longskips. Mais effectivement, le mot drakkar, c'est un mot purement inventé par les Français, mais qui est un mot qui a bien marché parce que tout le monde l'utilise aujourd'hui, mais ça existe que chez nous. Et donc, qu'est-ce que c'est un drakkar? Donc, c'est le bateau représentatif du peuple scandinave des Vikings. Donc, à la fois objet de fantasme, objet militaire, objet de commerce, bijoux de technologie. Donc, c'est un bateau en bois qui a plusieurs particularités. C'est un bateau à voile carré. C'est un bateau qui a un gouvernail latéral. Donc, il n'a pas un gouvernail dit d'étambeau inventé par les Chinois. Donc, le gouvernail qu'on a maintenant sur tous nos bateaux à l'arrière. Et c'est un bateau à fond plat, ce qui fait que c'est un bateau un peu 4x4. Et il peut longer les rivières, enfin longer les côtes, remonter les fleuves, traverser les océans. Et ça a été l'outil le plus performant entre l'an 800 et l'an 1000 et qui a permis à une population petite en nombre de conquérir toute l'Europe et d'aller même jusqu'aux États-Unis. Super, oui, parce que c'est vrai que tant qu'on est sur le point de l'histoire, c'est maintenant avéré, hein, c'est-à-dire que malheureusement, exactement. Désolé, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique. C'est lui qui l'a colonisé vraiment, mais c'est pas lui qui l'a trouvé en premier, Oui, c'est ça. Excellent. Ils ont trouvé même ils sont allés plus loin que prévu puisque en 2014 il y a eu une opération par l'université du Colorado qui nettoyait les berges du fleuve. Du Mississippi plutôt, Colorado c'est de l'autre côté, et qui a retrouvé en fait des vestiges d'embarcations en bois, donc qui n'étaient pas faites par les Indiens. Et donc ils ont fait une datation carbone 14, ils se sont rendus compte que c'était bien un bateau de l'an 1000. Et en fait, ce qui est hyper rigolo, c'est que du coup, ils ont compris qu'il y avait la relation entre des légendes indiennes locales qui parlaient de diables aux cheveux rouges et les Indiens n'étant pas roux, contrairement aux Vikings, du coup, il y a plein de choses qui sont expliquées, quoi. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a plus à polémiquer, c'est officiel, ils sont bien allés 500 ans avant Christophe Colomb. Et du coup, pour revenir à ta question de bâtard, d'où ça vient, en fait, c'est bâtard, donc ça s'écrit B-A-T-A-R avec le premier A avec un accent aigu. Ça veut dire, ça prononce botor, et ça veut dire bateau en danois ou en norvégien. Et en fait, nous, on a
on a gardé en fait le double sens en français, sans le D, parce que du coup, les gens retiennent. Et à la base, en Ouais. fait, on avait créé la compagnie du Bâtard, qui est en fait le nom de notre premier bateau qu'on a construit en 2016 et qui s'appelle le Bâtard 1. Et puis aujourd'hui, on a le Bâtard Fier, qui est notre deuxième bateau. Et là, on s'apprête à construire Bâtard Orkan, notre troisième bateau, et de loin le plus fou. Orkan qui veut dire ouragan. Et comme il le dit Thomas, ce nom, à chaque fois qu'on le donne à quelqu'un, il fait toujours sourire. Nous, on sourit plus maintenant, parce on a l'habitude, et pour nous, c'est quelque chose d'assez sérieux. Mais il représente un peu aussi on n'est pas des cancres, mais disons qu'on fait des choses de manière hors norme, mais toujours ambitieuse, réfléchie, mesurée. Et du coup, c'est pour ça que ça nous définit bien. C'est pour ça qu'on a gardé ce mot-là aussi. On trouvait il était quand même représentatif de notre collectif, de nos valeurs et de l'ambition qu'on voulait amener. C'est-à-dire que à première vue, quand tu souris, quand tu vois le bateau, tu souris, et puis quand tu vois ce qu'on fait, ben, tu souris plus. Mmh. Ouais, c'est clair. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé quand je vous ai découvert. C'est vrai que le nom est vachement accrocheur. Ça intrigue, tu vois? Tu te dis: «Attends, qu'est-ce que c'est? Enfin, d'où vient ce nom? C'est quoi le projet?» Des bateaux de vikings, OK. Mais effectivement, quand on commence à découvrir un peu plus ce que vous avez déjà fait, puisque c'est pas juste un projet fou, Yes. c'est la suite d'aventures que vous avez déjà vécues. Ouais. Exactement. Donc c'est vrai que ça impose vite le respect, en fait. Ouais. C'est vrai que ça fait 10 ans maintenant qu'on fait ce que moi j'appelle des conneries, mais qu'on fait voilà, ces projets fous. Ça a démarré à 4 dans un garage en fait. En 2011, à ce moment-là, on était en prépa d'école d'ingé. Et en fait, on était une bande de copains, on aimait fabriquer des choses ensemble et on cherchait un projet à la fois avec un défi technique, à construire quelque chose ensemble, parce qu'on savait qu'on allait partir dans des écoles d'ingé partout en France. Et puis avec un délire, bah voilà, on en a un peu parlé historique, parce qu'on était plusieurs à aimer l'histoire. On est juste voilà, passionnés, enfin on aime ça, mais on n'est pas strict entre guillemets sur l'approche de Mmh. l'histoire. Et donc on a démarré là, ce délire entre potes de, voilà, de construire un bateau, pourquoi pas un dracard. Et on a fait nos plans. En fait, il en a un petit peu parlé Arnaud, mais en fait, notre ADN, c'est vraiment, on maîtrise toutes les étapes de A à Z. On fait nos plans en faisant des recherches sur Internet. On va dans la forêt, on abat le chêne à la hache, on fabrique la machine pour transformer le tronc en planche, puis la machine pour transformer les planches en bateau. Et ce qui nous mène, du coup, entre 2011 et 2016, à construire notre premier bateau qui fait 5,60 m par 1,50 m de large, en chêne Waouh! massif, et qu'on a mis à l'eau voilà, en 2016 à Toulouse. Et aussi en Suède. Et on a amené, effectivement, qu'on a amené en Scandinavie sur notre expédition de 2017. On l'a amené au Danemark, en Suède et en Norvège pour aller à la rencontre en fait de gens avec qui on discutait depuis 2013, notamment l'équipe de Roskilde au Danemark et d'autres associations qui construisent des dracars aussi de toute taille un peu partout en Scandinavie. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré 2016, c'est quand j'ai rencontré du coup les bâtards. OK. J'ai souri comme toi au début. Et une des premières choses qui m'a fait rester, c'est le côté. C'est sympa d'avoir. Enfin, comment dire. La convention où les dictates, les abacs n'ont pas forcément toujours du bon. Nous qui sommes. Moi aussi, je suis ingénieur. On vit dans un monde où. Et même surtout en France où bah, il y a des lois, il y a des règles. Un bateau, ça se construit comme ça. Une voiture, c'est comme ça. Un bâtiment, c'est comme ça. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui sortaient un peu de ces règles, pas qui s'en foutaient. C'est pas de l'insolence, mais c'est plus de l'ouverture d'esprit pour essayer, tu vois, de se dire, bah attends, ok, peut-être qu'il y a un certain nombre d'années, les mecs, ils ont fixé ça, mais regarde, on peut ouvrir les yeux, enlever les œillères, et on peut faire d'autres choses, des choses qui sont maîtrisées, qui paraissent toujours dingues à première vue, et c'est ça vraiment que moi qui m'a plu. Tout ce qu'on fait, ça paraît dingue. Quand j'ai dit à ma mère qu'on allait construire un dracar, ma copine, pour traverser l'Atlantique, elle m'a dit quoi? et, et en fait, quand on présente ça aux gens, à chaque fois, ils sont en mode waouh, mais c'est ouf. Et ensuite, quand on leur explique notre track record, ce qu'on a fait, ils comprennent que on n'est pas en train de. Tu vois, genre, c'est pas une décision qu'on a prise en soirée à 5 h du mat, quoi. C'est quelque chose qu'on a Oui. réfléchi. On a déjà fait plusieurs expéditions et on a rencontré d'autres personnes, on s'entoure. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui nous rassemble aussi, c'est que on le fait les choses à plusieurs.
il y a le deuxième Drakkar qu'on a construit, sur lequel moi je suis arrivé, qui est le Bâtard Fir. Donc c'est un bâtiment qui fait 12 mètres de long par 6 mètres, 2,50 m. par 2,50 m, 6 mètres c'est le prochain, par 2,50 m de large. Ce bâtiment-là, on peut pas le naviguer tout seul. C'est un bateau qui se navigue minimum du minimum à 4-5 personnes. Ah oui. Et dans tout ce qu'on fait, nous, comme l'a dit Thomas au début, tu vois, pour nous l'aventure, c'est construire et partir en expédition. Et ça se fera jamais tout seul. C'est toujours une aventure collective. C'est super intéressant parce que sur cette notion de, quelque part, le parcours de A à Z, tu vois, ça se fait en équipe. C'est vrai que spontanément, moi, j'avais plutôt en tête la traversée, Ouais. mais j'avais pas forcément en tête toute la phase de construction, des plans jusqu'à l'abattage, à la transformation des troncs en planches, etc. Donc c'est... Ouais, du coup, je comprends mieux, parce que peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail de cette tentative de traverser, mais je suis sûr que ce sera plus qu'une tentative, ce sera un succès absolu. Mais Putain, le mec, il nous chauffe la tentative. Il ose Ouais. nous dire. Tu vois. de cette traversée transatlantique, mais en termes d'échelle de temps, vous vous projetez, du lancement du projet à la fin du projet, c'est quoi à peu près les délais que vous envisagez de façon réaliste? Alors du coup, là, le projet, il est lancé, il est parti officiellement. Mhm. La construction va démarrer cet été. Donc on va le construire à Toulouse. Il sera littéralement construit et mis à l'eau à Toulouse, au bord alors je veux dire canal du Midi, pour que tout le monde comprenne. Et dans un lieu pour l'instant qui est tenu secret à l'heure où on enregistre ce podcast, qui Ok. le sera peut-être plus dans quelques semaines. La construction, il faut compter 18 mois à peu près, donc elle va s'achever Waouh. début 2023. Quand on te parle de collectif, cette construction-là, ce chantier naval à Toulouse, sera ouvert à tout le monde. N'importe qui à Toulouse ou en France qui se sent l'âme, qui a une passion et qui a envie de participer à ce projet pourra venir aider à la construction. Ce sera bien sûr soumis à des sélections. On a déjà ouvert sur notre site des premiers formulaires pour recruter les volontaires, mais c'est un bateau, tu vois, déjà, il n'y a pas que les 8 personnes fondatrices des Bâtards qui vont le construire. Il va y avoir, je pense, beaucoup de personnes qui vont venir aider à sa construction. Et une fois qu'on aura fini sa construction en 2023, et là, on va avoir du coup une phase de préparation de l'équipage. C'est pas, c'est pas, je prends mon ticket pour Bâtard transatlantique et je monte dans le bateau et j'ai ma cabine et je demande un peu plus de glaçons parce que mon mojito il est chaud. Non, là on va monter un équipage. Il y aura 15 personnes en fait. Sur le bateau, il y aura tout le temps 30 personnes et il y aura une quinzaine d'équipages qui sera fixe sur les 1 mois et demi de traversée et l'autre quinzaine qui sera tournante. Donc suivant les différentes escales qu'on va faire entre l'Islande, l'Irlande, les îles Féroé, le Groenland et le Canada. Et du coup, toutes ces personnes qui vont faire la traversée, nous, il faut qu'on les forme. Et même avant ça, il faut qu'elles se rendent compte de savoir si elles ont les capacités de le faire, on va dire. Parce que ça, c'est ce qu'on a appris au cours de nos différentes expéditions et traversées. C'est ce que les marins nous disaient, qu'on n'avait pas forcément conscience avant d'être allé vraiment en mer. On ne connaît son comportement sur un bateau que lorsqu'on est sur un bateau. Et donc, du coup, il faut qu'on ait testé les gens avant parce qu'il n'y a pas de Uber au milieu de l'Atlantique, quoi. Waouh! Alors là, tu viens de me faire rêver en décrivant les différentes étapes du projet de A à Z. C'est juste fou. Moi, la première question que je me pose, c'est... Alors déjà, peut-être vous pouvez nous dire, c'est combien de personnes au total? Parce qu'il y a les 15 fixes, mais avec les 15 qui sont organisés en rotation, il y aura combien de rotations en tout? 40-50, non? Ouais. Ouais, l'idée, en gros, comme l'a dit Arnaud, on a plusieurs escales. Ouais. En gros, en termes de défis techniques, pour bien se représenter, ce qu'on va faire, c'est la traversée par l'Atlantique Nord. Donc, c'est pas la traversée, on va dire, tranquille par le sud avec les Açores et les alizés qui te poussent. Elle est quand même Bien sûr, sympa, cette traversée. une Faut pas la c'est une dénigrer. belle traversée. Mais la Non, nôtre non, est mieux. mais non, l'Atlantique Nord, nous, on fait la traversée mythique, celle des Vikings, celle qui est plus dure, mais qui est plus belle aussi, sur un bateau ouvert. Donc, c'est ça aussi le défi, c'est que on est sur un bateau Ouais. où le confort sera, même le mot confort, je pense qu'on peut même pas l'utiliser, mais ça sera très spartiate. Et entre guillemets, le moindre faux pas peut être
pas fatal, mais peut être vraiment très handicapant, puisque le bateau est ouvert. Si on a une grosse casse, on se retrouve au milieu de l'océan sans rien. Ouais. Et donc, en fait, il y a deux découpages. Il y a un découpage de Bordeaux jusqu'à le nord de l'Écosse, où, entre guillemets, ce sera une traversée un peu plus soft, parce que la partie Traversée plus côtière. dangereuse de la traversée, c'est vraiment du nord de l'Écosse jusqu'au Canada et jusqu'à New York, parce que c'est là qu'il y aura de la glace, c'est là qu'il y aura des icebergs, c'est là qu'on va récupérer aussi le plus de tempêtes. Et donc au total, on a des escales qui vont varier, enfin des durées de traversée maximales. Genre le maximum, c'est entre l'Islande et le Groenland, le plus long, et ça va être entre 6 et 7 jours de navigation pure et dure. Mais après, on va avoir beaucoup de traversées de 2, 3, 4 jours. Et c'est là où on va faire le plus tourner les personnes. Donc effectivement, en partant de 15 personnes fixes et 15 personnes tournantes, on va pouvoir facilement faire voyager une cinquantaine, voire plus, soixantaine de personnes différentes, sans compter en Waouh. plus tous les préparatifs Ouais. qui se feront l'hiver et au printemps à Bordeaux C'est pour ça. tester le bateau en condition, et là où plus de personnes encore pourront participer, quoi. Je suis en train de calculer que ça va être. On risque d'avoir tellement de monde qui vont vouloir faire l'expédition. Ah oui, ça va être le plus frustrant, quoi. C'est clair. Ouais. Waouh! Alors, moi, j'ai pas un background d'ingénieur, donc je pense que le défi d'un point de vue technique m'a déjà l'air, d'un œil extérieur et pas du tout connaisseur, m'a déjà l'air bien costaud. Mais sur le Mm. plan humain, moi, c'est là où j'ai plein de questions pour vous. C'est-à-dire déjà, comment vous allez gérer un chantier qui est ouvert à tous, même s'il y a un système de sélection. Mais vous venez de le dire, le bateau il est ouvert et s'il se passe quelque chose, enfin ça peut être très compliqué en haute mer. En fait, Donc ouais, comment est-ce que vous allez gérer cet aspect, ouais, de volontaires qui viennent, de connaissances techniques, d'être sûr que tout le monde a le même ouais. niveau d'exigence? Alors en fait déjà, tu on dit chantier ouvert, mais il faut pas s'imaginer, j'ai pas de référence, mais la bibliothèque du coin où tout le monde rentre et sort, Hmm, à sa guise. Enfin, toutes les personnes qu'on fera rentrer sur le chantier, on les aura, validées avant, rencontrées. Enfin, en tout ok, cas, sur le site, elles peuvent postuler. Il y a déjà un questionnaire pour faire un premier filtre. Toutes les personnes qui voudront aussi venir participer au projet, nous, on a une équipe fixe. Chaque fois que quelqu'un arrive, il sera briefé sur ce qu'il a à faire, il sera toujours guidé. Enfin, c'est pas, c'est le projet, on va quand même continuer à le maîtriser, parce que comme tu le dis, on a un bateau qui va traverser l'Atlantique à construire. ouais, C'est plus qu'on va avoir besoin de bras. Il y a des gens qui vont venir participer à la construction, mais il n'y aura pas que ça. Il y a des gens aussi qui pourront venir aider à faire à manger, à faire des événementiels, à faire des visites. Enfin, si tu veux, le projet, il va drainer beaucoup de choses. ouais, Mais dans tous les cas, on a une core team de 8 personnes, ingénieurs, docteurs, entrepreneurs, qui sont les bâtards, qui sera toujours là pour veiller et accompagner. Il faut s'imaginer plus un référent à chaque fois et des bénévoles qui sont avec ce référent. ok, Ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup d'opérations qui vont demander ponctuellement et tout au long du chantier d'avoir beaucoup de mains. Et comme le défi, nous, c'est c'est de le construire en 1 an et demi, ce qui est un temps assez court. En fait, on l'a déjà expérimenté sur le précédent bateau. Le précédent bateau, donc, qui fait 12 mètres par 2 mètres 50. On venait d'un bateau qui faisait même pas 6 mètres par 1 mètre 50, donc on avait déjà un x2. On a quasiment le même niveau enfin le même gap entre les deux Facteur. bateaux. Et le premier, on l'a vraiment fait que nous dans notre coin, notre tambouille. Le deuxième, on l'a fait dans notre atelier aussi. On a fait toute la partie conception, plan, etc., fabrication. Mais dès que tu as des opérations d'assemblage, et notamment de ponçage, de fibrage, d'époxy, etc., il ne faut pas avoir une qualification en ingénierie navale pour pouvoir faire ça. ok, Mais effectivement, un bon brief et beaucoup de bras aide énormément à maintenir en fait un calendrier et un timing sur le bateau, quoi, sur le chantier. Tu vois, ça c'est. Je rebondis sur ce qu'il a dit, Thomas. Moi, ça c'est un des trucs qui me plaît beaucoup, qui fait partie de nos valeurs. Faut pas avoir de qualification pour venir poser une planche de bois. Enfin, je veux dire, ça aussi, tu vois, ça fait partie des codes de l'ingénierie où on rencontrait des mecs au début qui nous disaient, ouais, non, mais pour construire un bateau, il faut avoir construit un bateau. T'es là, mais attends, c'est quoi ce délire là, genre, C'est mec, ça. ok. et du coup, nous, on a aussi envie un peu de. Ça fait partie des choses qu'on a envie de casser. Enfin, moi, personnellement, j'ai envie de les casser, quoi. T'as pas besoin d'avoir un diplôme d'ingénieur pour fabriquer un bateau, pour venir poser des planches, pour t'intéresser, en fait, aux choses et Ouais, apprendre. Parce que, ok, c'est technique,
Ok, il y a des choses assez complexes, mais c'est à la portée de tout le monde. Enfin, je veux dire, si jamais ça t'intéresse, tu peux très vite comprendre. Et c'est pour ça, en fait, qu'on veut faire un chantier participatif. Nous, on veut casser un peu aussi je sais pas comment, je sais pas, j'ai pas le mot, mais cette espèce de cercle fermé où, en fait, Hmm. bah, si t'es pas ingénieur, t'as pas le droit Ce d'entrer, carcan, quoi. ouais. Ouais, ce carcan, ouais. Non, et en plus, il y a plein en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un chantier. En fait, effectivement, Toulouse n'est pas une ville connue pour sa proximité avec la mer et son chantier naval et sa flotte. Mais non, juste, enfin, mais on fait de l'aéro et aujourd'hui, bah, on commence à avoir bah, des bateaux qui volent plus qu'ils ne flottent. Donc, Ouais. on a Airbus qui maintenant construit aussi des bateaux pour la Coupe de l'Amérique, qui sont des bateaux qui viennent des bateaux volants. Donc on se rejoint. Donc je pense en fait nous localement en fait on a les gens avec des connaissances etc. Mais le plus important c'est vraiment d'avoir des gens motivés parce que Arnaud l'a dit et c'est vrai que nous au tout début en étant jeunes et innocents, on a des gens qui sont ingénieurs navals, architectes navals. Auprès de qui en fait on aurait vraiment aimé avoir des conseils et à parvenir dire ah non mais la quille est trop grosse, ça n'a pas marché. Ok, super. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une des caractéristiques je trouve, moi, de l'ingénierie ou de la mentalité française, c'est que si tu sors pas, si tu fais pas un truc selon les codes, ça peut pas marcher. Hmm. Et c'est aussi pour ça qu'on Ouais, a ça, cet c'est une esprit plus, hein. plus scandinave, parce que c'était la claque quand nous on y est allé. Enfin, maintenant on est des amoureux de la Scandinavie, donc on y va quasiment tous les ans. Mais quand on est allé pour la première fois en 2013, qu'on a rencontré donc à Roskilde, c'est une ville qui est à côté de Copenhague, à 20 minutes en train. Et il y a au pied d'un fjord. Et en fait, depuis les années 50, ils ont repêché et ils restaurent en fait des dracars qui ont coulé autour de l'an 1000. Et ils ont Ok. donc un musée où ils exposent ces bateaux restaurés et exposés. C'est un musée extraordinaire. Donc j'encourage tous les gens qui écoutent ce podcast, s'ils ont l'opportunité d'aller au Danemark et d'aller à Copenhague, bon déjà vous allez adorer, mais vraiment aller au musée de Roskilde, c'est un musée vraiment génial. À y aller en famille ou entre amis, c'est vraiment magnifique. Et à côté, ils ont un chantier naval où ils reconstruisent avec les techniques de l'époque ces dracars. Et donc ils font l'archéologie expérimentale. Les Vikings n'ayant jamais écrit de plan papier ou écrit tout court, bah, il faut tester en fait et voir si ce qu'on pense marche, bah, le tester en vrai. Et donc eux, ils reconstruisent à la hache, donc pas de tronçonneuse, pas de scie, Dans la pure tradition. voilà, des dracars pour voir si c'était possible qu'ils les aient bien fait comme ça. Et en même temps, ils améliorent en permanence la connaissance et le plan parce qu'ils font un va-et-vient permanent entre l'archéologie et l'expérience. Et du coup, quand nous on est allé les voir, donc en fait, on s'inspirait de leur travail depuis 2011 par internet, parce qu'ils ont un très beau site web. Et nous, on est allé les voir donc en 2013. Et quand on leur a dit, bah voilà, on est 4 jeunes Toulousains, on fabrique un dracard dans notre garage, le réflexe du mec, qui sont quand même des sommités et enfin, il y a deux écoles, on va dire, dans la fabrication et la navigation de dracars dans le monde, c'est Roskilde et Tonsberg en Norvège. Donc c'est vraiment parmi les personnes les plus capées. Et donc c'est le responsable du chantier naval. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé la barrière de sécurité. Il nous a fait une visite VIP de tout le site. Et ça a été, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà ma carte, vous pouvez m'appeler, je vais vous aider avec plaisir, quoi. Et en fait, on était Génial. dans un apport tu vois, de bienveillance et Ouais. pas du tout dans un truc. Donc moi, je sais. En fait, ils sont pas du tout dans une attitude de sachant. Et ça, c'est tellement génial. Et effectivement, donc, et en fait, ce que eux leur a plu, c'est que bah du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent construire des bateaux, beaucoup de gens qui démarrent à construire des bateaux, mais il y a peu de gens qui les finissent. Et nous, on a cette culture qui est pour moi hyper forte chez Bâtard et qui vraiment fait partie de la base, c'est que nous, on parle pas beaucoup, et c'est pour ça qu'on n'est pas des spécialistes de la communication, même si on fait des gros efforts depuis quelques semaines et quelques mois, mais on fait les choses jusqu'au bout, et c'est pour Hmm. moi la vraie valeur en fait d'une personne, c'est tu parles pas beaucoup, mais tu fais les choses, quoi, et pas l'inverse. Et donc quand on est allé les revoir en 2017 avec notre bateau fini, bah déjà ils étaient surpris qu'on ait fait l'effort ou du moins qu'on soit venu montrer notre bateau. Donc ça a un peu récompensé, je sais pas moi, l'attention qu'ils avaient mis en nous. Et derrière en 2018, quand on les rappelle pour dire voilà on veut faire un nouveau bateau beaucoup plus gros, derrière il y a une vraie collaboration qui s'est enclenchée et qui aujourd'hui existe toujours et est même plus forte. Mais voilà, ça fait vraiment, c'est vraiment les choses qu'en fait que nous on a perçues de cette culture scandinave de gens qui peuvent paraître un petit peu froids en apparence, mais en fait qui sont beaucoup plus chaleureux et sympas que des latins. Un latin, tu vas mettre beaucoup de temps à qui te file, il va t'inviter chez lui facilement pour manger, oui, mais par contre il va pas te filer tout de suite les clés de sa bagnole. On a fait des trucs nous en Scandinavie,
juste incroyable sur des gens qui ont une générosité énorme et qui te font confiance en fait hyper rapidement. Et ça, c'est juste fou, Qui quoi. te filent littéralement les clés de leur voiture. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Là, c'est pas une blague, c'est une vraie c'est ça. histoire, Cet ça. été, on arrive à Tonsberg. Le mec, on connaissait des gens de cette équipe, mais lui, on l'avait pas vu. On a fait une demi-journée de navigation avec lui. Il y avait des copains qui nous rejoignaient. On avait passé de voiture et ça coûtait 40 balles le train par personne pour aller à Oslo. Et il arrive, il me dit, en fait, on lui a même pas parlé. Il est venu nous voir, il m'a dit, tiens, voilà les clés de ma BM. Le train, c'est cher ici. Tu me la ramèneras demain quand vous passez, quoi. Il y en avait 1 heure de bagnole, quoi. Voilà, Excellent. et ça, C'est c'est des pour moi, mecs, c'est ça la culture scandinave, quoi. c'est Et des c'est ça qu'on veut mecs. transmettre dans ce chantier naval, comme l'a dit Arnaud. C'est ça. Si tu veux, il y a un truc qui nous tue vraiment. C'est les mecs qui te disent c'est pas possible juste parce que ils ont appris dans les livres et on leur a toujours dit que c'était pas possible. Et jamais ils ont remis ça en question, tu vois. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans la culture scandinave et dans la culture des Vikings. Il y a d'autres valeurs qu'il faudra qu'on parle par rapport aux Vikings aussi, des choses que nous on trouve extraordinaires aussi par rapport à la parité, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à l'hygiène, contrairement au Moyen-Âge, au peuple européen. Mais tu vois, c'est vraiment nous, avec Thomas, dans nos vies aussi perso et tout le monde chez Bâtard, il n'y a pas de croyance en fait. Si jamais quelque chose est impossible, juste on le teste. Et si on voit que c'est impossible, ok, c'est impossible. Mais tant qu'on l'a pas testé, tant qu'on n'est pas sûr et qu'on n'a pas, tu vois, tout validé, un peu comme les frères White, tu vois, qui ont fait Ouais. il y a pas longtemps, j'en parlais avec quelqu'un, il me disait ouais, mais t'es sûr que c'est possible de traverser l'Atlantique? Je disais mais mec, mais les frères White, personne croyait qu'ils allaient réussir à voler et juste ils ont arrêté d'écouter les rageux et ils ont essayé, quoi. Et du coup, c'est ça, nous, qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de véhiculer, c'est de dire aux gens, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, allez chercher vos réponses, allez faire vos expériences. Super. Bah, en tout cas, moi, j'adore le message et je trouve que c'est génial que ce soit qu'il y ait des valeurs aussi fortes qui soient associées au projet. C'est pas juste un projet de construction d'un dracar et une traversée de l'Atlantique. Je trouve ça chouette que vous ayez des valeurs aussi fortes enfin, j'allais dire qui gravitent autour du projet, mais j'ai plus l'impression qu'ils sont vraiment au cœur en fait du projet, que ce C'est soit ça. à travers Ouais, le c'est ça. chantier participatif, la mise en avant même de la culture scandinave, parce qu'on en avait un peu parlé avant l'enregistrement, mais il y a peut-être aussi là-dessus un certain nombre de croyances qu'on a sur cette époque et ce peuple, Mm. que vous connaissez certainement mieux que moi. Donc, peut-être qu'on peut en parler un peu d'ailleurs. Habituellement, c'est vrai que quand on parle des Vikings, déjà, je ne sais même pas si le terme viking existe vraiment. Est-ce que c'est pas comme les Esquimaux, c'est-à-dire que c'est un terme plus ou moins inventé, mais qui correspond à rien? Non, non, je crois que ça vient. Ouais, Il y a des très bonnes vidéos qui ont été faites par des youtubeurs récemment en parallèle de la sortie du jeu Valhalla Rising d'Ubisoft, là, Ouais. qui sont attelés à pas mal à déconstruire un petit peu les stéréotypes. Mais non, le mot viking existe Ok. et il vient de Vik, qui veut dire marchand, si je dis pas de bêtises, mais il faudrait vérifier. Déjà, il y a un truc sur les Vikings qui est une vraie croyance qu'il faut qu'on tue. Les Vikings sont pas morts, en fait. Enfin, le peuple viking, non mais le peuple viking, je parle pas de nous, hein. Le peuple viking, il existe toujours. Ils sont au Danemark, ils sont en Norvège. Enfin, en fait, c'est un peuple qui a toujours su s'adapter, toujours su évoluer avec son temps et on va dire, les Vikings tels qu'on les conçoit ont peut-être un peu disparu, mais le peuple n'a pas disparu. Et Ouais. moi, il y a une histoire qui me fait, qui m'éclate. On a retrouvé les traces d'un vieux journal anglais donc c'est dans du vieil anglais qui est traduit en gros, qui explique que les Vikings qui avaient envahi l'Angleterre sont déclarés comme non chastes pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils se laissent pousser les cheveux longs, et la deuxième, c'est ils prennent au moins un bain par semaine. Et donc du coup, comme ils ont les cheveux soyeux et qu'ils prennent soin d'eux, ils rendent les femmes anglaises inchastes. Et donc ils ont été déclarés inchastes par l'Église. Et en fait, ça, du coup, c'est vrai que ça fait rire, mais c'est quand même un peu le point de départ des valeurs et de ce qu'étaient les Vikings. En fait, c'était pas des barbares. C'était tout sauf des barbares. Ils étaient en avance, ils étaient en avance de fou sur la parité, sur l'intégration des femmes. Il y avait des femmes guerrières. Enfin, ça a été avéré. Même là, nous, à notre époque, on n'est même pas aussi en avance que je suis sûr par rapport à ça. Technologiquement, les bateaux vikings, donc les dracars, ils ont dominé les mers peut-être pas des siècles, mais pendant quand même pas mal de temps. Militairement, comme il le disait Thomas, ils étaient très peu. Ils ont réussi à mettre à genoux l'Angleterre,
la Mmh. France, beaucoup de pays. La Normandie est quand même un territoire qu'on a cédé au peuple viking pour éviter de se faire envahir, en faisant une alliance, un mariage avec une princesse française et un roi viking. Enfin, du coup, ils ont aussi voilà, découvert l'Atlantique, c'est avéré. Et nous, c'est pour ça en fait que ça nous parle en fait, parce qu'ils représentent des valeurs qu'on trouve saines en fait, à la fois de partage, d'intégration, d'ingéniosité, de parité. Et du coup, c'est pour ça que je me souviens plus de la question du début, mais voilà, c'était un truc qu'on a envie de dire sur les Ouais, et puis Vikings. en plus, c'est Ouais. des valeurs qu'on retrouve totalement dans ton podcast qui sont C'est ça. détermination, dépassement de soi et On a j'ai réussi oublié à le le caler. troisième. Non, mais c'est clair, moi je trouve ça Pardon. important. Tu vois, Ouais, non, même. complètement. Mais et d'ailleurs, si on parce qu'il y a un sujet qui est intéressant sur, vous avez tu parlé, Arnaud de d'avancées technologiques. Technologique, ouais. Par rapport, vous, à la façon dont la traversée va se faire, comment est-ce que vous projetez pour le moment? C'est-à-dire, est-ce que vous aurez de l'équipement moderne quand même pour des raisons de sécurité, ou pas forcément? C'est-à-dire, sur quoi est-ce que vous faites des concessions? Sur quoi est-ce que vous tenez à ce que ce soit comme, ce soit fait comme à l'époque? Alors on fait pas de concessions sur la sécurité, on prévient tout de suite. Non, non, en fait, nous, enfin, en fait, si tu veux, nous, on se considère comme, il y a des gens qui sont fans de reconstitution, qui en fait s'attachent à vraiment faire tout comme c'était à l'époque. Et si on trouve pas une preuve de telle couleur était utilisée à cette époque, tu peux pas avoir, on va dire, Ton ta, foulard de couleur bleue, parce voilà, qu'il n'y c'est en avait ça. pas à cette époque-là, quoi. Et du coup, nous, on n'est pas du tout dans ce délire de rester bloqué dans le temps. Au contraire, cette philo de prendre, et ce qu'ils faisaient à l'époque, de prendre ce qui était mieux à leur disposition. Mmh. Donc nous, on fait un mix, un bon mix entre modernité et tradition. Tradition par rapport au bateau. Donc on prend un bateau qui a 1000 ans, on ne change pas la forme de ce bateau, ni du coup son comportement dans les vagues. On Voile utilise une carré. voile carrée qui va être fabriquée d'ailleurs par une boîte en Norvège qui fabrique les voiles de tous les dracars qui circulent actuellement. Et notre OK. bateau, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément. Mais, donc la navigation sera traditionnelle. C'est en fait du coup aussi l'unicité et la beauté de ce bateau. Et d'ailleurs, j'encourage tous les gens qui ont des pareil, énormes croyances à démolir, c'est la voile carrée. La voile carrée, selon beaucoup de gens, c'est que pour faire du vent arrière. Et en fait, pas du tout. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un instrument de performance. C'est que, alors on ne peut pas remonter au vent, bien sûr, aussi bien qu'un bateau moderne, mais on peut aller au moins jusqu'à Dupré avec ce bateau, ce qui du coup déjà ouvre énormément le champ des possibles par rapport à la croyance voile carré. C'est quoi du Et prêt, Thomas, pour ceux qui font pas de voile? du coup, Merci. c'est voilà. Donc quand vous avez le vent qui vient face à vous, en fait, il y a des noms pour définir l'angle entre votre voile et enfin entre la direction du vent et la direction là où vous voulez aller. Et plus on se rapproche du vent, donc plus on vient face au vent ou parallèle au vent. Ça s'appelle remonter au vent. Et donc en gros, si je dis pas de bêtises, nous on doit pouvoir former un angle entre 60 et 45 degrés, au moins 60 degrés avec le bateau par rapport au vent. Ce qui est du coup pas mal du tout pour un bateau à une seule voile et Mmh. en plus carré. Et donc, ouais, donc du coup, la navigation va rester traditionnelle, mais par contre, au niveau de la construction, on met de la modernité. Les matériaux qu'on utilise, on n'utilise pas le même chêne et le même assemblage avec des clous en fer forgé que les Vikings. Euh, on pourrait y revenir, mais en fait, sur nos activités parallèles avec Arnaud. Mais le bateau va être entièrement dessiné en 3D. Il va être entièrement usiné à la commande numérique. OK. On va protéger la coque. Donc, l'assemblage, on va dire, caractéristique des dracars Tu l'as lancé sur du technique, mon gars, Pardon. j'espère que tu as du temps là. Non, non, L'assemblage mais des c'est planches vachement entre intéressant elles, de Oui, oui, l'assemblage je des sais. planches entre elles qui s'appelle une formation à clin, à savoir qu'une planche chevauche la planche du. Enfin, les planches s'enchaînent pardon, entre elles avec un chevauchement, et ça s'appelle le clin, et qui est très caractéristique de ces bateaux de cette époque et de ce Mm. dracar. Donc ça, on le garde, mais par contre, on va mettre des boulons en inox, pas des clous en fer forgé, parce qu'on n'est pas forgeron et puis on veut des performances. Euh, on va pas utiliser du chêne classique, on va utiliser du contreplaqué de pin, qui est effectivement aussi un matériau qui n'est pas à la base destiné pour faire la navigation, mais qui, avec la façon dont nous on le travaille et comment on le prépare, le rend ultra performant mécaniquement, et puis après, d'un point de vue aussi hydrodynamisme, parce qu'on vient rajouter une épaisseur de fibre de verre d'époxy pour avoir un super coefficient de pénétration dans l'eau.
Et après, pour cette traversée, on va y ajouter bien sûr des moteurs électriques pour la sécurité, et tous les équipements radars, etc. de sécurité de base. Pour la réglementation Pour la aussi. réglementation, ouais. Parce que du coup, Ouais. la réglementation, en fait, t'impose, si tu veux pouvoir rentrer dans un port canadien, c'est la réglementation la plus dure sur notre traversée, il faudrait répondre à une série de critères, à savoir avoir 2 types de propulsion. Donc en gros, à bord du bateau, on aura aussi un groupe électrogène qui pourra alimenter avec de l'énergie, avec du pétrole, qui pourra en fait aller recharger, alimenter directement les moteurs électriques. Ça fait partie des prérequis. Et en plus, on va avoir besoin d'un bateau suiveur pour nous escorter sur ce parcours, et notamment du nord de l'Écosse jusqu'à New York, parce que on doit être capable en fait de récupérer, vu que c'est un bateau ouvert, si on a une grosse avarie au large de l'Islande et que le bateau se casse, bon bah là, le temps de survie dans l'eau à cette température-là, c'est 6 minutes quoi. Donc il faut avoir un bateau qui reste Ouais. à 5 nautiques de ton bateau et qui peut à tout moment récupérer les 30 membres d'équipage quasiment instantanément. Ok. Donc non, on va avoir de la modernité dans les instruments en fait de navigation qu'on utilise, mais la navigation en elle-même et la forme du bateau reste traditionnelle. Et donc nous, on fait un bon mix entre modernité et tradition, quoi. Ce qu'on fait, c'est que nous, le postulat qu'on fait, c'est si jamais les Vikings, ils avaient continué aujourd'hui à fabriquer des bateaux en bois et qu'ils avaient voulu continuer à fabriquer des bateaux en bois, ils auraient utilisé des matériaux modernes, comme l'a dit Thomas, tu vois, le lamellé collé, c'est pas du bois massif, c'est une technologie où on fait des lames de bois qu'on colle entre elles et ça fait des planches. C'est une technologie avec le pin qui a des caractéristiques géniales. Ils auraient utilisé des CNC. Des CNC, c'est des commandes numériques. Machine à commande numérique. Machine à commande numérique. Qui permettent de découper le bois à la forme que tu veux. Tu vois, ils auraient utilisé des technologies et des matériaux modernes. Et aussi, donc nous, on pense qu'ils auraient fait ça. C'est pour ça donc en fait, c'est un drakkar, mais du 21e siècle, quoi. Ouais. Et c'est aussi en utilisant, du coup, ces matériaux modernes et ces technologies modernes qu'on affirme que ce sera le drakkar le plus rapide du monde, en fait. Parce qu'on l'a déjà testé sur le FIR, qui est déjà construit suivant ces méthodes-là, avec notre ingénierie toulousaine, ingénierie pirate, comme on l'appelle. Quand on est monté en 2020 là, en Norvège, on va le dire gentiment, on a éclaté tous les drakkars qui faisaient notre taille en termes de vitesse, quoi. Parce qu'en fait, on a une légèreté au niveau des matériaux qu'on utilise, donc qui nous donne cette vitesse. Et on utilise aussi, pour étanchéifier le bateau, de l'époxy. Et donc, du coup, on a on va dire un glissement dans l'eau, même si c'est peut-être pas le terme technique exact, mais et du coup, ce qui fait qu'en fait, on est plus rapide à taille équivalente, à voile équivalente. On parle toujours de vitesse à la voile. On sera le drakkar le plus rapide du monde. Wow, la classe. Ça en Ouais, jette. Record qu'on fera homologuer d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que sinon ça sert à rien. c'est ça. Pour donner C'est ce que j'avais demandé, ouais. Il y a un objectif de record officiel derrière. Ouais. C'est ça. L'objectif à battre, c'est Nous, l'objectif à battre, c'est d'aller chercher 18 nautiques, enfin 18 nœuds, pardon. Donc pour ceux qui veulent le faire en km/h, vous multipliez par 1,8 et ce qui donne quasiment une trentaine de kilomètres/heure, ce qui est beaucoup ce sur l'eau. Pour donner une échelle de comparaison, l'Hermione, que tout le monde connaît, sa vitesse de pointe, c'est 14 nœuds, quoi. Donc nous, on veut lui mettre 4 nœuds de plus dans la tronche, quoi. Sur un bateau conçu 700 ans plus tôt, quoi. Pour faire un équivalent, 18 nœuds, c'est comme si tu allais quasiment à 130 sur l'autoroute, quoi. Genre, c'est beaucoup, quoi. Sur l'eau, enfin, en tout cas, ça fait des sensations. L'eau, elle est pas plate, quoi. Ouais. Ah bah c'est chouette. Ah bah c'est super qu'on en parle sur les frappés, parce que comme on a déjà eu pas mal de voileux, et on a aussi Alex Kézergue, qui a le record. Alors est-ce qu'il l'a toujours? Non, il l'a plus, mais il est en cours avec sa boîte de conception d'un prototype pour le battre. Ouais. Le record de vitesse sur l'eau, sur engin non motorisé. Je crois que c'était le premier à passer la barre des 100 km/h. On échangeait en km/h pour que ce soit plus simple. Ouais. Et la prochaine tentative de record avec sa boîte Sirocco, 150 km/h. Alors, je ne sais pas s'il pourrait le faire sur un drakkar, mais voilà, c'est ce qu'il a en tête. Tu as dit 150 km/h sur l'eau, engin non motorisé, donc à la voile. Ouais, exactement. C'est un système. En fait, c'est ce que vous disiez, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Les bateaux aujourd'hui, ils volent les foils, plus qu'ils flottent avec. En fait, c'est un système de foil. Ouais. Alors, techniquement, je peux pas trop vous expliquer, mais c'est un système de foil amovible avec une voile de kite. Voilà,
voilà. Et 2 personnes dans l'engin. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un bateau, mais 2 personnes dans l'engin. Le pilote En du fait, kite c'est un hors-board et avec des voiles, quoi. ouais, Le avec pilote une du voile, ouais, bateau, c'est ouais. ça, c'est ça, ouais. Ah non, mais c'est des Donc furieux parce que super. 150 km/h, c'est juste monstrueux. 83 Ouais. nœuds. Oh là là. C'est plus rapide que de la Formule 1 sur route. Enfin, c'est vraiment Ouais. juste. C'est pour Ouais. ça qu'on Ah ouais. précise bien Drakkar, le plus rapide du monde. Et pas Ouais. Ouais. Mais alors, déjà, un grand merci pour le point sur la technologie et votre approche. Je trouve ça chouette de voir que voilà, c'est un espèce de mélange entre de la tradition, mais aussi la modernité, puis aller challenger un petit peu Exactement. ces croyances qu'on peut avoir, en tout cas dans l'univers du nautisme en France, en tout cas de la conception. Donc, je trouve ça chouette. Et peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur le plan humain, parce que je reviens à ça, parce que je me pose quand même pas mal de questions. Les gens que vous allez emmener avec vous, est-ce qu'il y aura nécessairement une expérience en mer requise, vous pensez, à ce stade du projet, ou pas nécessairement? Déjà, tu as la réponse dans tout ce qu'on t'a dit. Oui, En fait, il n'y en aura pas besoin pour le recrutement. Et ouais, du coup, on le répète, n'importe qui peut venir participer à la construction et à l'expédition. C'est ça le but de notre projet, de ce qu'on défend. Par contre, à partir une fois que l'équipage sera décidé, courant 2023, il va être formé. Parce ok, que ouais, ouais, c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience qu'on peut pas venir. Par contre, pour venir, il faut se former parce que la traversée elle va être costaud. Ça va être énormément de plaisir aussi, hein. Il va y avoir des moments extraordinaires. Je pense qu'on va vivre des choses qu'on n'imagine même pas encore. Mais c'est pas tant sur les conditions physiques, c'est plus sur la préparation à comment est-ce que le bateau fonctionne, à quoi sert telle corde, qu'est-ce que c'est mon poste, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je suis prêt à assumer de faire des quarts, ouais. est-ce que je panique quand commence à avoir un peu de houle, est-ce que je panique quand il commence à avoir des problèmes, parce que des problèmes il y en a tout le temps. C'est ça qui est... Un bateau, c'est comme une entreprise, tu vois, t'as tout le temps un truc à gérer, quoi. Tu fais pas tu sais, quand il y a pas de bruit et quand c'est calme, t'es là, attends, il y a un problème là. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et après, c'est pas être sur enfin, c'est pas non plus, enfin, les gens vont pas être à cran tout le temps, tu Hmm, vois. Enfin, ça va quand même être une expérience agréable, hein, mais il ne serait-ce que ça reste quand même quelque chose d'hors norme et qui nécessite du coup de se former en avance, mais c'est ce que nous on fera. Donc n'importe qui, et on espère, de toute façon il y en aura qui n'aura aucune expérience. Même moi, tu vois, personnellement, je considère pas avoir une expérience énorme en termes de navigation. Mais non, mais pour nous, c'est un prérequis. Il faut pas, justement. Il vaut mieux venir et avoir envie d'apprendre. super. Super. Alors, si on peut faire un petit zoom sur un aspect, je me pose la question depuis que j'ai découvert le projet. Le fait que ce soit un bateau ouvert, comment vous gérez, comment se passe la vie à bord sur la traversée la plus longue qui est de 6 ou 7 jours, si je me souviens bien? C'est ça, c'est ça. Ouais. Comment ça se passe? Il y a un coin qui est réservé plutôt pour le repos, un coin pour les repas? Comment est-ce que c'est organisé physiquement à bord? En fait, pour l'équipage, en fait, va être découpé en 3 pour pouvoir réaliser des quarts. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les quarts, c'est les enchaînements en fait, d'équipage pour pouvoir faire tourner le bateau H24 parce que le bateau ne dort pas la nuit en plein milieu de l'océan et il y a toujours du vent, donc il faut le manœuvrer. Nous, le dimensionnement se fait pour que, en fait, un quart puisse, donc ce sera entre 8 et 9 personnes, puisse manipuler à lui seul, en fait, la voile, la régler et prendre un cap. Donc ça, c'est vraiment comment on dimensionne la taille de notre quart. Ok. Et du coup, j'ai oublié la question. Merde. En gros, c'est pour répondre à ta question. C'était quoi déjà le début? J'adore quand tu fais ça. Je suis parti, je sais plus ce Ah que ouais, c'était. t'es parti dans ton truc là. En gros, il y aura au milieu Ah ce oui, qui c'est peut vrai, s'apparenter l'espace. à une espèce de Tente. tente, mais c'est pas. Enfin, donc il y aura en fait un campement comme une tente au milieu, là où tu auras tous les cochages, la partie un peu repos. Donc Euh, autour du mât, en fait, c'est ça? Autour du C'est mât, ça, c'est c'est ça, ça. Ouais. exactement, ouais. Il y aura aussi un coin pour faire à manger, on va dire cuisine. Il y aura une grande cuisine aménagée. Ça, c'est le rêve d'Arnaud, ça, mais C'est- bon, c'est- moi, je suis un ce peu sera très spartiate la bouffe. Je suis désolé. je suis un peu le cuisinier de l'équipage. Et il y aura, tu vois, il y aura des toilettes. Par contre, il y aura pas de bain, il y aura pas de douche. Enfin, on se lavera à la lingette ou à l'eau de mer là, qui rince bien.
Mais ce sera spartiate, mais ce sera finalement pas plus spartiate que de partir en rando, en fait. Tu vois, genre, tu dors dans une tente, tu te fais à manger avec un réchaud, bon là un peu intégré parce qu'avec le bateau qui tangue, mais tu vois, ça sera ça, quoi. Mais c'est ce qui en fait aussi du coup à la fois le défi physique et mental qu'on va tester auprès des gens qui veulent participer. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, un bateau ouvert, voilà, c'est pas tu te sens pas bien, tu veux te reposer à l'intérieur. Ça c'est l'intérieur entre guillemets, c'est une toile qui protège un tout petit peu. C'est voilà, ça va être on est sur un bateau de course et quand tu te fais embarquer par une tempête ou par du gros temps, là, il y a pas moyen de s'échapper. Donc, il faut, si ça bastonne, il faut l'encaisser, quoi. Et c'est ce qui en fait, du coup, aussi, à la fois l'unicité aussi de ce projet-là, de cette transat là, c'est que c'est un bateau qui va être très exigeant, mais derrière, les personnes qui auront participé, elles pourront avoir la fierté et le ressenti d'avoir participé à quelque chose d'unique, parce qu'il n'y a pas 100 personnes sur Terre qui ont fait ça, et surtout par cette route mythique qui est celle du Nord, quoi. Donc après, en gros, quand tu as fait cette traversée-là, tu peux postuler à peu près sur n'importe quoi derrière, ça devrait bien se passer, quoi. Et en arrivant à New York, on annexe la Statue de la Liberté, nouveau territoire, premier territoire bâtard. Excellent. Ouais, non, mais c'est clair qu'un projet comme ça, moi, je sais pas pourquoi je fais une fixette sur le fait que le bateau soit ouvert et cette traversée, en tout cas tu vois, vraiment Écosse, Islande, Groenland, Canada, où je me dis, mais les conditions, ça peut être alors humainement extrêmement fort et juste génial comme expérience. Et je pense que c'est difficile d'imaginer à quel point ça peut être intense. Mais aussi, oui, tu l'as dit, tu vois, la gestion mentale, si tu as faut vraiment être sûr que les gens sont capables d'encaisser et d'arriver à travailler, à continuer à fonctionner en équipe. En équipe, exactement, ouais. Sous la pression, ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que là, on est la période de test va être essentielle. Et encore une fois, Arnaud l'avait dit en préambule, on est bien accompagné. Cet été, avec l'expédition, on a fait donc 1 mois en Danemark, Suède, Norvège, en tout 21 jours en mer, sans moteur thermique, enfin sans moteur. Sans moteur. Et du coup, sur notre parcours, donc on a fait une semaine en Danemark pour relier Kolding à Roskilde, et puis sur 2 semaines sur les côtes norvégiennes. Et en allant à la rencontre de personnes à Stavanger, à Bergen, donc qui ont aussi des dracars. Et du coup, on a gagné le respect un peu de nos aînés, de cette communauté qui s'appelle la Viking Ship Family. Ouais, il existe bien une communauté de gens qui ont des dracars en Europe. Excellent. Et qui savent naviguer avec. Et du coup, nous, on a l'équipage le plus jeune, donc c'est un petit peu jaloux par rapport à ça, parce que nous, la moyenne d'âge, il n'est pas à la retraite. Voilà, c'est 27-28 ans, quoi. Et du coup, on a gagné leur respect par rapport aux performances de notre bateau, mais aussi à notre capacité à conduire un équipage dans des belles conditions, dans des bonnes conditions. Et du coup, on a plusieurs. Aujourd'hui, on a accès à cette communauté et qui vont notamment nous former à skipper ces bateaux de 25 mètres et plus à Tonsberg, et qui nous ont déjà donné une grosse partie de leurs conseils, donc de tout aussi leur savoir-faire sur comment bien former un équipage sur une transat. Et c'est pour ça que quand on parlait des 15 permanents et des 15 tournants, les 15 permanents, ça va être des professionnels qui ont déjà fait des transats. Ce sera des gens qui seront formés, qui auront été formés et qui seront formés sur ce nouveau bateau, mais qui auront déjà eu des expériences de mer importantes comme des traversées de type transatlantique. Parce que c'est essentiel d'avoir ce type de connaissances à bord pour avoir un noyau dur performant qui peut tenir le bateau par toutes les conditions. Parce qu'effectivement, on avait eu un reportage comme ça, on en rigolait de ce que nous on appelle l'ambiance peut devenir militaire, mais effectivement, je pense que tous les voiles le savent, et puis toutes les personnes qui ont bossé dans la marine, mais sur un bateau qui se gère, quand nous, là, on a fait la traversée, on était entre 8 et 10. Quand tu as un bateau qui fait... il y a moins d'1 mètre qui dépasse de l'eau, on va dire 80 cm, que tu es dans des creux de 2 mètres, et que ça tabasse pendant 2 heures, et que ça fait 10 heures que tu navigues et que tu n'es pas encore arrivé, il faut pouvoir compter sur tous les membres d'équipage, et que les ordres soient respectés et pas critiqués, et fait avec le maximum de volonté pour aller au bout, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important, et c'est ce qu'on va voir en testant les gens sur la formation, quoi. Ouais, et du coup, c'est ça ce qu'il dit Thomas, c'est qu'en fait, quand on va finir la construction du Drakkar et qu'on va le mettre à l'eau à Toulouse, on va du coup prendre le canal du Midi jusqu'à Bordeaux.
Et c'est arrivé à Bordeaux que là, on va faire les phases de test, quoi. Les castings, en fait, on va prendre les gens et on va partir en mer pendant une semaine, 2 semaines. Et ça va être des crash tests, quoi. Ça va être des crash tests dans des conditions un peu moins, pas, Moins dire, dur. moins dures, avec un peu de sécurité. Mais juste tu vois, en restant dans l'estuaire à Bordeaux, en allant un peu en mer. Mais déjà, tu vois, ça va nous aider à reveal un peu des comportements, nous voir aussi. Et puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu vois, en fait, c'est tout le monde est le bienvenu. Et c'est une question de est-ce qu'il supporte les conditions, quoi. Je trouve tu vois, le bateau, ça révèle en fait un truc que tu savais pas sur toi. Mmh. Que tu savais pas que tu en étais capable, ou tu savais pas que tu n'en étais pas capable. Mais t'as pas vraiment le choix, en fait. Tu vois, c'est pas un truc que tu choisis, quoi. C'est comme, tu vois, on a découvert le mal de mer sur l'expédition. Et, en fait, on a découvert la recette miracle au mal de mer, c'est de s'abandonner, quoi. Chaque fois que quelqu'un a le mal de mer sur le bateau, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'allongeait au fond contre la coque, contre le bois, tu vois, qui tape avec les vagues. Il s'allongeait et il décidait qu'il pouvait plus rien faire et que c'était au bateau de s'occuper de lui. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, il était opérationnel parce il s'était un peu abandonné au bateau. Moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, une fois, je crois, sur la traversée là. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, tu parles d'humain. Nous, on est à fond là-dedans. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de technique. Nous, on est à fond dans l'apprentissage, la découverte de soi, la découverte des autres aussi, l'empathie. Sur un bateau, tu forces pas quelqu'un qui est pas bien. Ça Mmh. sert à rien parce que c'est un danger, du coup. Tu peux mettre en danger les autres. Quelqu'un qui est pas bien, qui peut pas, il s'arrête, il s'allonge, il se met dans un coin, et justement, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a des cars, c'est pour ça qu'on est plusieurs, c'est pour ça que c'est un bateau collectif. Et donc c'est, comme tu le dis, ouais, c'est pour nous aussi une aventure humaine dans la découverte de nous, la découverte des autres et de ce qu'on va pouvoir accomplir, quoi. Excellent. C'est super intéressant. C'est encore une fois, c'est quelque chose qui ressort beaucoup chaque fois que j'ai des invités, du milieu de la voile. Cette notion de en mer, tu peux pas vraiment te mentir, en fait. Tu vois? Mmh. Ouais. C'est ton toit exposé et point barre, et il y a pas d'échappatoire possible. Comme le bateau qui a pas de qui a pas de qui a pas de cabine, finalement. Tu peux pas te cacher sur le bateau. Ouais, exactement, c'est ça. Tu es sur le pont et puis point barre, quoi, voilà. Tu es, C'est ça. à la vue de tous et des éléments, et je trouve ça super intéressant, en tout cas d'un point de vue, tu vois, dépassement, enfin, c'est pas forcément du dépassement, mais apprendre à se connaître, c'est clair que c'est une expérience, radicale, je pense. Mais tu vois, tu dis, tu es exposé, mais tu pas tout seul non plus. Ouais, exactement, ouais. Quand on était dans la houle de 2 mètres là, cet été, dans le Bâtard Fier, qui fait 12 mètres de haut avec à peine 80 centimètres hors de l'eau, et qu'on était dans des vagues de 2 mètres, et qu'on filait littéralement sur l'eau, c'était hallucinant. Mais en même temps, on était 10, collés les uns contre les autres, à tenir les cordes. Tu vois, tu tu vis une expérience avec toi-même parce que forcément, c'est vite des choses, mais tu t'es pas tout seul, en fait. Ouais. Tu es soutenu par les autres et tu soutiens aussi les autres. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Excellent. Excellent, excellent. Bah, on a fait un bon balayage là, de l'ensemble du projet, des valeurs qui sont au cœur de tout ça, et en tout cas moi, ça m'a clairement donné envie de garder un œil, sur les bâtards. On fera un Hem, podcast quand on arrivera à New York, si tu veux, tu ah viendras bah, nous carrément, retrouver. carrément. Après, ouais, si vous avez une borne Wi-Fi à bord, on peut même le faire au beau milieu de la traversée au Groenland, ça serait un truc de ouf, ça. On pourra le faire quand on s'arrêtera sur les escales, si tu veux. Ouais. Mais moi, je serais curieux peut-être si vous pouviez partager vos parcours individuellement, parce que en termes d'investissement, d'engagement, c'est quand même, enfin voilà, c'est un vrai projet qui visiblement va demander beaucoup. Et j'imagine pas seulement des 8 fondateurs du collectif, mais de toutes les personnes engagées. Donc, comment est-ce que vous vous organisez pour que tout ça tienne dans le temps, puisque les bâtards, c'est une aventure de plusieurs années déjà. Donc, vous avez des aménagements, comment est-ce que vous gérez ça? Bah déjà, avec Arnaud, on est entrepreneurs tous les deux, donc On a tous les deux une boîte et des employés à gérer en plus aussi.
Donc à gérer. Enfin, c'est le mauvais terme que j'ai employé. Ouais, bah du coup, si je Vas-y, si commence. je commence, bah du coup, ouais, je l'ai dit, on est tous les deux entrepreneurs. Moi, mon histoire d'entrepreneur et de la boîte euh, que dans laquelle que je gère aujourd'hui, elle s'appelle Louis et elle est en fait directement liée à cette histoire de Drakkar parce qu'en fait, quand on a démarré donc en 2011 à faire notre premier Drakkar en tant qu'étudiant, etc., on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de mécène, pas de sponsor. Donc après avoir épuisé toutes les techniques de parrainage, Boursorama, bancaire et ce genre de conneries que tu fais en BDE, Raqueter ses avoir oncles, voilà, avoir raqueter racketté sa ses maman. parents, voilà, pour nous à l'époque, avoir réussi à avoir 50 euros, c'était juste incroyable quoi. Et, euh, et vraiment, ça nous a appris à développer des projets dans la frugalité. Je dis souvent qu'on a en fait, pendant ces 5 années, entre 2011 et 2016, on a développé en fait une culture de fabrication de machines low cost parce qu'on a fabriqué nos propres outils qu'on ne pouvait pas acheter. D'abord purement mécanique pour transformer le trou en planche, puis électrique avec des scies à ruban, puis on a rajouté une brique informatique en fabriquant notre première commande numérique en 2015. Et, euh, et en fait, en 2015, on a eu on s'est dit, ok, il nous faut encore un peu de sous pour finir le bateau et surtout pour le mettre à l'eau, parce qu'on est aussi plusieurs à être passionnés de cinéma et de mise en scène. Et donc, en fait, pour nous, le triptyque ou le trio gagnant, c'est fabriquer un bateau, le mettre à l'eau avec une mise en scène scénarisée en mode Puy du Fou. Encore une fois, dans cette notion de partage, parce qu'on fait pas un spectacle pour nous, mais on le fait avec les autres, avec le public. Et puis après, l'expédition. Et donc on s'est dit ok, on a développé. Donc voilà, pour rappeler, on était tous ingé. À ce moment-là, on était encore en école d'ingé mais on n'a pas de parents de près ou de loin qui a le super atelier qui va bien, qui vient du monde du bois. On a vraiment voilà, on vient pas du tout de ce monde-là. On avait du coup aucun a priori, aucune œillère, comme l'a dit Arnaud. Et donc on s'est dit ok, on a développé des technos, des compétences sur le travail du bois, etc. Pourquoi on fabriquerait pas des meubles en bois pour financer en fait ce projet de bateau. Et donc on a commencé en 2015 à fabriquer des meubles pour des espaces de coworking, parce que 2015-2016 c'est un peu où le coworking a explosé en France. Ouais. Et donc on a fait ça pour un, puis deux, puis trois à Toulouse. Et puis après on s'est rendu compte à la fois qu'il y avait une demande pour du mobilier sympa, design, etc., fabriqué localement en bois. Et puis de l'autre côté, on avait aussi nous on a découvert une appétence à la fois pour l'entrepreneuriat, pour le design, pour la fabrication et pour ce marché qu'on connaissait pas du tout, qui est le marché du mobilier de bureau, qui est un marché voilà, qui bon là, il a un peu morflé avec le Covid, mais il est en train de repartir, mais qui fait 2 milliards en France, 12 milliards en Europe. Ah oui. Et ouais, c'est une industrie assez grosse qui est trustée par les mêmes boîtes depuis 40 ans, qui sont sur un marché de rente, qui n'ont pas dépoussiéré. Et du coup, on s'est dit, ouais, il y a un truc à faire. Et donc, on a en fait créé une boîte qui s'est créée officiellement en 2018, mais on a prototypé pas mal de choses entre 2016 et 2018. Et aujourd'hui, cette boîte s'appelle Louis. C'est 17 personnes et on fabrique du mobilier de bureau qui est 100% personnalisable, durable et fabriqué à Toulouse. Et notre objectif, en fait, c'est d'aider les entreprises à ramener leurs équipes au bureau et de leur donner envie de se lever le matin et de travailler ensemble. Parce que pour nous, en fait, on sort du. Pour nous, en fait, le design et le mobilier, il n'est pas là juste pour faire joli ou pour donner envie. Il est là pour aider l'office manager, la RH, à mieux travailler, à se reconnecter. Et aujourd'hui, avec cette ère un peu, on l'espère bientôt post-Covid, on a eu en fait un catalyseur qui est venu en fait mettre un grand coup de pied à la fourmilière de changements un petit peu latents, de flex office, de télétravail, de plus juste venir de 9h à 17h, ne pas venir juste dans un bureau carré personnel où tu viens pour avoir à manger à la fin du mois, quoi. Mais beaucoup plus dans des boîtes, donc un peu poussées par les startups, mais pas que. Et aussi des ETI et des grands groupes qui ont pris ça aussi à cœur et qui font bouger les lignes. Et du coup, on s'inscrit totalement dans ce mouvement voilà, d'apporter aussi notre pierre à l'édifice sur comment travailler mieux demain. Et ça passe par le mobilier, ça passe par le- la façon de travailler. Et en plus, on s'engage aussi sur du coup une fabrication qui est locale et qui valorise les bonnes filières. Parce que c'est ça qui donne du sens, parce qu'on est sur une industrie qui pollue et qui n'a pas bougé depuis 40 ans.
Et, Ok. et donc voilà d'où vient, Tu d'où vois, vient ce projet fou de d'abord fabriquer un dracard, puis maintenant une boîte, puis deux, puis bientôt un troisième dracard. Et ce qui fait que on met en fait, on utilise en fait l'usine et l'atelier de Louis pour utiliser les outils pour fabriquer ce bateau. C'est pour ça qu'on a accès à des super machines au départ financées par l'assaut, puis après c'est la boîte qui a pris le relais, mais qui nous permet du coup de continuer à faire de la R&D, à tester plein de choses sur un produit hors norme qui est le Drakkar, qui est le bateau, et que nous après on réutilise sur nos assemblages en bois de meubles, etc. quoi. Génial. Génial. C'est vraiment fou parce qu'il y a plein de parallèles avec, encore une fois, l'histoire d'Alex Kayser qui même chose en fait, son défi, alors lui, c'est vraiment spécifiquement le record de vitesse sur l'eau qu'il animait. Mais en fait, il a créé sa boîte, et sa boîte aujourd'hui, à travers les recherches, la recherche qu'ils font sur, alors j'ai pas les termes techniques, mais en l'occurrence sur les foils et les voiles de kite, il y a des vraies innovations qui arrivent dans le milieu du nautisme, sur des designs de coques, des nouveaux designs de foils, des kites pour des porte-containers, etc. Donc Des c'est cargos, ouais, marrant de c'est voir ça. qu'il y Ouais. a, il y a plein Hmm. de parallèles entre vos deux histoires. Excellent. Et voilà, et du coup, en fait, en 2016, sur ma route, j'ai croisé Arnaud qui était en fait un de mes clients au départ Ok. pour C'est vrai. un écosystème qui s'appelle l'IoT Valley à Toulouse, là où on a nos bureaux et nos entreprises respectives. Et donc, de fil en aiguille, d'abord, il est passé de client à ami et puis partenaire dans l'aventure Bâtard. Et puis, depuis un petit moment maintenant, il a lancé aussi sa propre aventure entrepreneuriale que je vais laisser décrire. Moi, je suis né à Toulouse, un 16 juillet 1990. Euh, non, en gros, comme Thomas, moi, je fais une école d'ingé parce que je suis passionné de conception. Je découvre ça fin du lycée, je crois. Et c'est ce que Katia SolidWorks, pour ceux qui connaissent, enfin, c'est dessiner en fait en 3D des pièces. Le spatial et tout ça, l'aéronautique, quand tu es à Toulouse, forcément, ça attire un Ouais. peu. En fait, du coup, je me retrouve à faire une école d'ingé. Ma maman, elle est super contente. Et je suis en alternance chez Airbus, enfin, chez un sous-traitant, une jolie boîte de SS2I. Et techniquement, c'est génial. Enfin, tu vois, genre, j'ai dessiné des pièces de l'A350, j'ai dessiné des bouts de satellites. J'ai même un jour touché un satellite sur lequel j'avais bossé, qui allait partir, et je me suis fait défoncer parce qu'il fallait pas le toucher. Donc j'ai mon ADN dans l'espace. Enfin bref, du coup, techniquement, c'était génial, et humainement, c'était horrible. Enfin, je fuyez si jamais vous avez un contrat dans une boîte d'esthésie. Enfin, en tout cas, si vous respectez un minimum, ou je sais pas, si vous avez envie de vous découvrir ou de faire des choses intéressantes. Alors, non, je suis un peu méchant, il y en a qui ont changé, mais en tout cas, moi, à l'époque, le management était horrible. J'ai vu des choses qui m'ont dégoûté, et je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie d'être ingénieur comme ça. Je comprends pas pourquoi est-ce que je dois être différent quand je vais au boulot. Je comprends pas Ouais. pourquoi est-ce que le boulot, ça doit être quelque chose de contraignant. Pourquoi est-ce que je pourrais pas prendre du plaisir quand je vais au taf? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas avoir du sens? Pourquoi est-ce que quand moi je parle, on m'écoute pas? Et quand je discute avec un mec qui est là depuis 20 ans chez Airbus et qui me dit, oh, tu sais, changer les choses, non, tu verras, avec le temps, t'arrêteras d'avoir des idées comme ça. Et je me dis, mais attends, c'est pas possible, mec. Tu travailles dans la plus belle boîte d'Europe et t'as perdu toute ta passion, quoi. Et en fait, c'est pas, il y a des gens chez Airbus qui sont passionnés, mais c'était plus typique des boîtes de SS2I. Hmm. Et du coup, à la fin de mon école d'ingé, on me propose le Saint Graal CDI et je dis non. Donc déjà, tout le monde fait quoi? Pourquoi tu dis non? Je dis bah non, déjà j'ai envie de voyager, j'ai envie de me découvrir un petit peu parce que je me connais pas vraiment. Donc je pars vivre un an en Nouvelle-Zélande, expérience extraordinaire, où bon, ça pourrait être un podcast à part entière. Et, euh, et en fait, pendant la Nouvelle-Zélande, je réfléchis à ma vie et je me dis, ok, voilà, là tu vas rentrer en France, tu as 2 ans de chômage, parce que j'avais fait de l'alternance. Donc, en gros, tu as la possibilité de pouvoir faire ce que tu veux sans qu'il y ait la contrainte de gagner de l'argent derrière. Donc, Mhm. si jamais tu veux tester un truc, c'est maintenant. Et je commence à réfléchir. J'avais déjà rencontré quelques entrepreneurs et j'avais compris deux trucs sur le fait de créer une boîte. C'était que, un, j'allais pas gagner d'argent avant au moins 1 à 2 ans, ce que je me rends compte maintenant qui est vrai. Et deux, j'ai 9 chances sur 10 que ma boîte meure.
Et du coup, quand tu fais les calculs, quand tu es ingénieur, tu dis putain, c'est un peu chaud quand même de se lancer dès le début. Et en fait, il y a un autre truc qui m'a frappé et que je trouvais génial, c'est qu'en sortant d'école d'ingé, eh ben, tu sais rien. Tu as fait 5 ans d'études, même plus, et en fait, on t'a rien appris. On t'a appris à être un soldat obéissant qui remet pas en question les règles, qui ne se connaît même pas lui-même et en fait qui sait pas grand-chose. Et en voyageant en Nouvelle-Zélande, en rencontrant des gens, pardon, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose en fait. Et donc du coup, je me suis dit ok, je vais rentrer en France et le plan c'est ça. J'ai le chômage, donc j'ai pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. J'ai 2 ans devant moi. Je vais rencontrer un entrepreneur comme Thomas à l'époque qui monte sa boîte et je vais lui dire, ou une entrepreneuse, et je vais lui dire, écoute, je travaille pour toi gratuitement, 50 heures semaine, je m'en fous, je fais ce que tu veux, par contre, je veux tout apprendre. Je veux apprendre comment tu as monté la boîte, comment on recrute, comment on fait un business plan, comment on vend, les avocats, le produit, tout. Je veux que tu m'expliques tout parce que j'ai bien compris que j'y connaissais rien et que si jamais je voulais avoir une chance de réussir, il fallait que j'apprenne, il fallait que je m'inspire des autres qui ont déjà fait avant moi. Et donc, je rentre à Toulouse de Nouvelle-Zélande, je commence à chercher cette personne et je la trouve pas pour plein de raisons. La première, c'est qu'en fait, je connaissais pas beaucoup d'entrepreneurs et que ma proposition elle était un peu chelou aussi. Et en fait, un jour, je tombe sur un écosystème à Toulouse qui s'appelle l'IoT Valley, un truc qui est à 10 minutes de chez moi où il y a une vingtaine de startups, qui est un écosystème qui a l'air hallucinant, tu vois, et dont j'avais jamais entendu parler. Je leur envoie mon CV. Et le mec me répond, il me dit: «Mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire et tout?» Je dis: «Ben moi, j'aimerais bien travailler gratuitement, je voudrais apprendre et tout». Il me dit: «OK, mais tu veux pas qu'on t'embauche et qu'on te paye plutôt?» Et je dis: «Ah ben si tu veux». Il me dit: «Bah écoute, nous, on vient d'avoir un financement avec la région, on a besoin d'un ingénieur qui s'occuperait de notre Fab Lab et qui aiderait les startups à industrialiser leurs produits». Il me dit: «Écoute, c'est tes compétences, c'est ce que tu faisais chez Airbus et tu passerais ta journée avec des CEO, des CTO qui sont en train de démarrer leur boîte et toi, tu les aiderais sur ta partie technique et tu pourrais en profiter pour avoir plein de trucs». Je lui dis: «Ah, c'est payé combien?» Il me dit: «Pas cher». Je dis: «Parfait». Et je crois que je gagnais mais genre à peine plus qu'au chômage, mais j'en avais rien à foutre. Et tous mes potes et ma famille ils étaient là: «Mais pourquoi tu fais ça?» Je dis: «Mais attendez, c'est parfait, je vais apprendre». Et du coup, j'ai bossé chez eux pendant 3 ans. C'est là où j'ai rencontré Thomas et c'est là où j'ai rencontré tous les entrepreneurs avec qui je pouvais discuter, n'importe lesquels, même qui n'étaient pas de notre écosystème, sur Paris ou quoi. Je me démerdais, je faisais un café, je faisais une visio, je faisais un resto. Je me faisais inviter souvent parce que c'était pas beaucoup d'argent. Et j'en profitais pour vraiment qui me racontent leur histoire. Au début, je pensais qu'il fallait qu'ils me racontent leur succès. Et petit à petit, tu vois, en ces 3 années, ça a vraiment été un apprentissage personnel. J'ai commencé à comprendre que des choses sur moi, mes limitations, des croyances que j'avais, et j'ai commencé à comprendre que le plus intéressant chez les gens, c'était leurs échecs. Et du coup, à chaque fois que je rencontrais un entrepreneur, je lui demandais de me raconter les galères qu'il avait eues, ce qui n'avait pas marché, et pourquoi ça avait pas marché, et qu'est-ce qui avait fait que sa boîte elle avait craché, qu'est-ce qui avait fait Mmh. que, tu vois, et à force de rencontrer des gens comme ça, j'ai commencé à comprendre plein de choses en fait sur moi et sur l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, la IoT Valley, c'est un startup studio aussi. Et moi, donc du coup, dans cet écosystème, on aidait aussi des grandes entreprises à trouver des solutions à leurs problèmes et des solutions autour des objets connectés. Et, et en fait, on visite un jour une usine d'un très gros fabricant de pièces aéronautiques. Et le mec nous dit ouais, on n'a jamais les bonnes vis pour bosser. Dans nos paniers là, pour assembler nos pièces, on est toujours obligé d'aller au magasin chercher les vis. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de commencer à faire un système qui pèse les vis et tout, un truc hyper complexe? Donc moi je suis là, ouais, bon, t'es sûr? Et je dis, mais combien de fois ça arrive ton truc là? Ça arrive tous les heures, tous les jours et tout? Il me dit, bah je sais pas. Je dis: «Comment ça, tu sais pas?» Il me dit: «Bah, tu sais, moi, je retiens pas le nombre de fois que je vais au magasin. Ça arrive souvent, on a nulle part où le noter, je crois qu'hier, ça a dû arriver 4 fois, mais la semaine dernière, je me souviens plus», tu vois? Et là, je me dis: «Putain, c'est fou, attends, genre les mecs, ils notent ça nulle part». Mais c'est un problème qui l'a fait vraiment chier, tu vois? Je vais discuter avec le chef d'équipe, je lui dis: «Les vis là, tu au courant du truc et tout?» Il me dit: «Ah ouais, putain, ça arrive tout le temps». Je dis: «Mais ça arrive combien de fois?» Il me dit: «Bah, je sais pas». Attends, bon, comment tu veux qu'on note cette information, quoi? C'est quand même assez compliqué. Je remonte à son manager, tac, tac, tac. J'ai monté quasiment 6 ou 8 strats, je me souviens plus, jusqu'au directeur de l'usine. C'est une grosse boîte. Le directeur de l'usine lui-même, il est au courant.
il est au courant de ce problème. C'est ouf, tu vois, genre, Ok. il sait que ça arrive tout le temps. Ça, parmi tant d'autres, hein, mais, mais il sait pas combien. Personne dans l'usine sait combien. Et du coup, moi qui viens de l'usine, je comprends pourquoi en fait personne ne sait combien, parce que si tu veux, on fait un exercice assez simple. La semaine dernière, là, tu as sorti ton téléphone combien de fois de ta poche? Hmm. Je t'écoute. Ouais, impossible à dire. Beaucoup. Et en fait, c'est ça, tu vois. Et c'est ça qui est fou, c'est que les mecs, c'est eux, le cœur et la valeur de l'usine, c'est les opérateurs. Tout leur strate de direction au-dessus d'eux, elle a qu'un seul objectif, c'est les aider à qu'ils puissent bosser dans des bonnes conditions pour que l'usine tourne. Mais en fait, c'est très compliqué de relever de l'information parce que tu as une cadence à tenir, etc. Et, et du coup, en fait, on se rend compte que ça génère des frustrations que je trouve extraordinaires au niveau du management. Parce que les mecs, qu'est-ce qu'ils demandent à son directeur? Ils lui disent, ben, franchement, on n'a jamais les bonnes vis, on a discuté avec le magasin, embauche quelqu'un en magasin. Comme ça, au moins, comme ils sont pas assez au magasin, il y aura plus de monde, ils feront bien les paniers et nous, on aura moins d'arrêts. Mais le directeur, il dit, ouais, mais je veux bien embaucher quelqu'un en magasin, mais ça coûte 50 000 € par an, quoi. Enfin, s'il faut, le problème, il coûte pas aussi cher. Et là, tu vois, je t'ai posé les bases qui pourraient être le début d'une grève Hmm. avec la CGT. Et en fait, les revendications des deux côtés, elles sont géniales. D'un côté, tu as des opérateurs qui sont frustrés parce que la direction, elle n'agit pas, alors qu'ils ont des vrais problèmes. Et de l'autre, tu as une direction qui est frustrée aussi parce qu'elle peut pas agir, parce qu'elle ne connaît pas la profondeur du problème. Et elle n'est pas en train de gérer une kermesse, elle est en train de gérer une entreprise. Et si jamais elle veut pas fermer son entreprise, elle doit prendre des décisions rationnelles. Tu vois, tu peux pas dépenser l'argent n'importe comment. Et donc en fait, il manquait ce combien à l'intérieur de ça. Et c'est comme ça que du coup qu'on a créé des clics avec l'IoT Valley. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met des boutons poussoirs, tout simplement. Un bouton, c'est un problème. Et c'est les opérateurs qui écrivent la liste des boutons, qu'ils installent eux-mêmes sur leur poste de travail. C'est des boutons, tu as juste à les coller. Et à chaque fois qu'ils ont un problème, ils ont juste à cliquer sur un bouton. Ça appelle personne, hein, c'est pas une sonnette. Mais à la fin de la semaine, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est chez ce fabricant-là, le problème de vis, ça leur faisait perdre par opérateur 160 000 € par an. Et ils Waouh. étaient 40 dans l'usine. Et donc, tu vois, en fait, le directeur, quand on lui a montré les données, il a pris la décision dans la minute d'embaucher cette personne au magasin. Parce qu'en fait, on lui avait donné la seule information qui lui manquait, c'était le combien. Et eux, chez eux, ils nous racontaient, ça faisait 3 ans que les mecs gueulaient pour ça, 3 ans qu'ils faisaient réunion sur réunion avec des chiffres que personne ne croit, où en fait, c'est celui qui gueule le plus fort, mais c'est pas vraiment ça la bonne donnée. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait avec des clics. C'est un outil en fait pour le management, c'est un outil pour le terrain, c'est un outil de communication qui donne le combien, qui donne la réalité terrain entre les opérateurs et les décideurs des usines. Waouh. C'est chouette parce que c'est comme souvent, l'idée a l'air simple, Ouais. et on se demande pourquoi c'est pas arrivé avant, en fait. Ah, moi, je les connais toutes les raisons pourquoi c'est pas arrivé avant. Super. Bah, c'était vraiment, vraiment hyper intéressant d'en découvrir un peu plus sur vos parcours, à chacun et du coup, peut-être pour finir là-dessus, en tout cas du côté de mes questions, c'est, qu'est-ce que vos vies d'entrepreneurs vous apportent au sein des bâtards? Et inversement, qu'est-ce que les bâtards vous apportent, dans vos vies d'entrepreneurs? C'est Ça, une c'est pas des très, questions à laquelle j'ai l'habitude de répondre, ça. Mais ça, c'est c'est une une très très bonne bonne question. question. Il y en a une. Bah, si je fais dans l'ordre, bah, le fait d'être entrepreneur, enfin, moi personnellement, je pense que, en fait, j'ai créé ma boîte direct après mes études. Mmh. En fait, le premier CDI que j'ai signé, bah, c'était en tant que recruteur. Jamais signé de contrat de travail à mon nom, on va dire. Et donc, j'ai toujours eu ce truc de créer des projets, de faire des choses. Et donc, en fait, je savais pas comment ça s'appelait avant, mais c'était l'entrepreneuriat. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'anime de base. Et bah, ça me sert aujourd'hui pour, enfin, du moins, toute l'expérience qu'on a chez Louis, puisque bah, on a créé la boîte en 2018. On a intégré un accélérateur américain qui s'appelle Techstars à Paris, qui est un des 2 meilleurs dans le monde. On a levé des fonds en 2019. Donc, on a aussi grandi, en fait, et acquis plein de nouvelles compétences. Enfin, c'est ça la magie c'est le côté positif du job d'entrepreneur, c'est que tu apprends en permanence et sur tous les niveaux. Et toute cette connaissance-là, en fait, tous ces outils que j'apprends, que je développe et que j'améliore, je peux les utiliser directement pour Bâtard, que ce soit pour lever des fonds, que ce soit pour avoir accès à du réseau, à la technique.
Donc en fait, c'est un usage direct, quoi. Puisqu'aujourd'hui, c'est quasiment une deuxième boîte pour moi. Et après, l'autre côté, ce que ma bâtard m'apporte en tant qu'entrepreneur, moi, pour moi, c'est un équilibre. Parce que dans mon boulot de tous les jours de CEO, je fais pas de technique. J'en fais plus du tout. C'est moi qui fabriquais les premières machines. Aujourd'hui, je fais plus ça du tout. Et donc, en fait, ouais, ma semaine, elle est simple, hein. Du lundi au vendredi, je suis entrepreneur enfin, je travaille chez Louis. Et le week-end, je change de casquette et en fait, on va fabriquer des bateaux, quoi. Et du coup, ça me permet en fait à la fois de replonger les mains dans de la technique, dans des trucs très très cool qui peuvent être à la fois très poussés et qui sont pas un objectif on va dire, de rendement direct. Et je peux tester plein de choses en fait. Et c'est ça qui est génial. Euh, donc ouais, et ça, c'est aussi ma soupape, quoi. Ça me permet ouais, on va dire de purger avec ce projet fou qui a été démarré il y a 10 ans et, euh, et d'y appliquer des méthodes aussi similaires sur la capacité à exécuter. Effectivement, le premier bateau, tu vois, on a mis 5 ans à le faire. Le deuxième, on a construit en 1 an seulement, alors qu'il est 2 fois plus gros. Et juste d'avoir ce plaisir de faire quelque chose, le lancer, et puis après de le mettre à l'eau, c'est cool. Un exemple concret, c'est ça permet aussi à ton équipe d'ingénieurs de leur dire bah voilà, que c'est possible de lancer un projet enfin, avec beaucoup, beaucoup comment dire, d'enjeux et de questionnements ou d'incertitudes au départ, et que ça marche du premier coup, c'est possible. Quand nous, on a mis le bateau à l'eau pour la première fois, on l'avait jamais testé avant. On l'a testé enfin, on l'a mis à l'eau sur un lac. C'était le jour de la mise à l'eau. Donc, il fallait que ça marche du premier coup. 99% des choses prévues ont marché du premier coup. Donc, c'est possible, en fait, sur un truc aussi gros, de réussir de faire du 100%, quoi, ou du 99%, ce qui est assez rare habituellement, quoi. Donc ouais, donc c'est plus, moi je pense que c'est ça, enfin, moi ça m'équipe sur le fait de faire autre chose et de pouvoir faire plaisir sur de la technique. Et ouais, et après, bah voilà, la notion de partage. Par exemple, en fait, tous les salariés de chez Louis, ils ont participé à la mise à l'eau, ils étaient donc en armure, ils ont participé à ce projet énorme voilà, de faire un show scénarisé de 40 minutes devant 2000 spectateurs. Et ça permet de partager en fait sur d'autres choses que du travail entre guillemets de tous les jours, même si ce qu'on fait tous les jours n'est pas. Enfin là, on est une petite boîte, ça bouge beaucoup, mais ça permet en fait, de partager sur d'autres choses et c'est ça qui est le plus génial, quoi. Et moi, les deux, pour moi les deux semelles, genre il y a, en fait, quand c'est plus, en fait, pour moi le cœur du truc c'est l'humain en fait. Quand je quand j'avais 24 ans et que je sortais d'école d'ingé, j'étais un mâle blanc hétérosexuel européen, donc aîné de sa famille, donc avec une conception de réussir toujours tout seul et que en fait, plus tu mets du travail et plus tu t'efforces et tout seul tu vas y arriver. Et cette déconstruction, elle a été géniale au fur et à mesure des années quand j'ai commencé à grandir. J'ai rencontré les Youty Valley et les bâtards. En fait, c'est tu fais rien tout seul. Et du coup, que ce soit dans le projet des bâtards, que ce soit dans des clics, en fait, je le vois et moi, c'est ça qui m'anime, c'est que en fait, tu fais des trucs de ouf que quand tu les fais à plusieurs, que quand tu impliques les gens, euh, que quand tu les laisses prendre la place qu'ils ont besoin de prendre. Un truc dans l'entrepreneuriat qui m'a aidé chez les bâtards, c'est que dans ma boîte, j'ai très vite compris en rencontrant plein de CEO, ils m'ont dit en fait, tu vas pas recruter des gens tu vas pas ouvrir un poste et recruter des gens pour ce poste, tu vas rencontrer des gens et tu vas leur créer un poste dans ta boîte. Et là, ça peut paraître la même chose, mais c'est complètement différent parce que moi, tu vois, dans ma boîte, je rencontre des gens et je me dis, tiens, ça serait bien qu'ils soient sur ce poste-là. Et en fait, on avance et on se rend compte qu'ils préfèrent plus faire ça et qu'ils sont meilleurs dans ça ou qu'ils kiffent ça. Et du coup, je leur dis, vas-y, bah, fais que ça, tu vois. C'est mieux. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir des ressources. J'ai besoin d'avoir une équipe. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont ultra motivés, qui kiffent ce qu'ils font et qui s'épanouissent dans ce qu'ils font. Et ça, du coup, c'est un des trucs que j'amène aussi chez Bâtard. Quand j'ai rencontré le collectif, c'était aussi moi de leur dire, ben, franchement, écoutez-vous, quoi. Genre, écoutez, enfin, pas écoutez-vous, mais écoutez ce que vous avez envie de faire, quoi. Positionnez-vous déjà. Tu vois,
Quand on a dit, on va faire le drakkar le plus rapide du monde, moi j'ai dit à tout le monde, qui veut le faire? Genre, c'est pas on va le faire, c'est qui veut participer pleinement à ce projet? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, quoi? Et c'est comme ça, en fait, que tu accomplis des trucs de malade mental. C'est quand tu laisses aux gens l'opportunité de s'écouter eux-mêmes. Ce qui est assez, moi, c'est ça qui me drive le plus, quoi. C'est que on passe nos vies à écouter les autres, même sans vraiment les écouter, mais on s'écoute jamais nous. Et c'est que quand on commence à s'écouter nous, et Thomas, avec Thomas, on l'expérimente au quotidien. Euh, En tant qu'entrepreneur, tu vois, moi, je me remets en question 3 fois par semaine. Genre, je suis jamais, je passe ma semaine, comme dit Thomas, on passe notre semaine à prendre des décisions tout le temps. Mais on passe aussi notre semaine à dire, ok, c'était pas la bonne décision, tu vois, et à revenir sur nos décisions. On passe, et c'est ça qui est hyper important. C'est, euh, c'est le truc de l'aventure humaine, quoi. Genre, moi, au début, je pensais qu'un entrepreneur, il faisait une boîte tout seul, qu'un capitaine de bateau, il naviguait tout seul. Mais en fait, non. Euh, Derrière, avec lui, pas derrière lui, avec lui, il y a toujours une équipe, il y a toujours des gens qui se sont écoutés et qui ensemble, réalisent des projets hors normes, quoi. Aujourd'hui, on n'est que 2, mais si on pouvait, on serait 100 derrière ce micro, quoi. Genre, c'est ça le truc qui est fou, quoi. Là, c'est un message super fort, hein. Super. Ouais, c'est en tout cas très très inspirant, très inspirant d'entendre votre point de vue sur ce que voilà vos expériences vous apportent, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou avec Bâtard. Et de ce que j'entends, moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas deux choses séparées. C'est-à-dire que les deux aventures se nourrissent l'une et l'autre. Absolument, ouais, c'est clair. Génial. Super. Ben, on arrive. C'était juste passionnant. On arrive déjà à la fin. J'ai pas vu le temps passer. Peut-être pour faire un résumé. Alors non, peut-être pas un résumé, mais une synthèse de la suite du projet. Comment est-ce que les gens peuvent continuer à vous suivre? J'imagine que vous cherchez aussi des financements. Donc voilà, de Yes. quoi est-ce que vous avez besoin et comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans le projet, que ce soit en termes de bras ou financièrement ou autre. batar.fr. Tout est là. Batar.fr. batar.fr. On cherche. En fait, pour participer au projet, il y a quoi? Vous pouvez soutenir via le Patreon. Donc, c'est un système qui vous permet de donner à partir de 2 euros par mois. Même 2 euros, c'est hyper important pour nous. De nous donner un petit peu chaque mois pour aider à ce que le projet existe. La deuxième, c'est que vous pouvez déjà commencer à remplir le formulaire pour devenir bâtard avec grand plaisir et participer à la construction ou peut-être à l'expédition. Et la troisième aussi, euh, eh ben, soit vous êtes, dans ce cas-là, vous êtes potentiellement un mécène ou une entreprise qui peut être sponsor du projet. Et du coup, vous pouvez directement nous contacter. Je ne sais pas si tu mettras nos mails dans le podcast, mais moi, Bien c'est sûr, ouais. Bjorn, bjorn@batar.fr. On serait ravis d'échanger avec vous parce qu'on a besoin de quand même un peu d'argent pour réaliser ce projet. Et si jamais vous écoutez ce podcast et que vous avez une connaissance que ça pourrait intéresser ou une entreprise, on serait ravis d'être mis en relation. Comme on le disait, c'est une aventure qu'on va faire à plusieurs. Le projet, je ne sais pas si on en a parlé, mais c'est quand même un budget de. Ouais, c'est ce que j'allais redire. Ouais. C'est ça. En gros, on n'a pas parlé de budget ni pour s'en rendre compte. On a parlé de la traversée, des 1 mois et demi de traversée, des 8500 km à parcourir. Mais avant de les parcourir, il va nous falloir 2,5 millions. Ah ouais. Ouais, en fait, si on découpe le budget, donc nous, on est habitué à faire avec rien. Donc, on a fait notre premier bateau avec 5 000, même pas en tout sur 5 ans, on a dépensé 5 000 euros avec plus 5 000 euros pour la mise à l'eau. Le deuxième projet, là, c'était 80 000 euros sur 2 ans. Donc il y a un changement d'échelle qui est énorme. Là, c'est pareil, on change d'échelle puisque c'est 2,5 millions sur 3 ans. C'est en 2 fois, c'est 1 million dédié à la construction du bateau, à son équipement et à son armement, absolument. Et à aussi la préparation du chantier naval qui va l'opérer et du staff minimum qu'il nous faut pour les visites, pour le rendre visitable et pour fabriquer ce bateau en temps et en heure. Et puis, il y a 1,5 million, le budget le plus important qui est dédié rien qu'à l'expédition. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui coûte cher, c'est le bateau suiveur. Ouais. Là, 50% du budget de 5,5 millions, c'est juste payer un bateau qui va nous escorter du nord de l'Écosse
à New York, payer trois membres d'équipage qui vont opérer ce bateau, les nourrir, le fuel pendant 1 mois et demi. Et c'est ça qui coûte le plus cher. Du coup, il y a aussi un appel, si dans ceux qui écoutent le podcast, il y a des personnes qui possèdent ou qui sont en lien avec la Marine nationale ou d'autres types d'entreprises qui ont l'habitude de ça. Voilà, un des éléments qui va le plus nous aider dans cette deuxième partie, ce sera de financer ce bateau suiveur. Mais d'abord, là, pour cette année, on a un budget de 200 000 €. On a déjà trouvé la moitié du budget. Et ce qu'a dit Arnaud est hyper important. On a le premier outil qui est disponible sur le site, c'est le Patreon. Donc, il y a une cagnotte mensuelle. Ça, c'est l'outil pour tout le monde. Tout le monde. Enfin, genre, ça commence à 2 € par mois. Vous pouvez même mettre moins si vous voulez. Ça monte jusqu'à 100 €, voire 1 000 € par mois pour les plus fous. Mais c'est vraiment un outil qui est vraiment fait pour tout le monde, celui-là. C'est l'outil de tous ceux qui veulent donner ne serait-ce qu'un grain de sable, quoi, qui compte énormément. Et en fait, c'est vraiment un outil c'est une brique de base parce que cet outil, il va nous servir à financer la communication. Donc, on a un premier palier qui est de 1 000 € qui va nous servir à financer, en fait, une personne full-time sur la com. Et cette personne-là, et cette communication-là qu'on vient d'amorcer, va nous permettre d'aller chercher les sponsors et les plus gros mécènes. Donc, pour arriver à ces 2,5 millions à la fin, mais en tout cas au premier million pour le bateau, son chantier naval. Et donc là, vraiment, faut pas se dire, non, mais là, c'est pas avec 1 000 € par mois qu'il faut y arriver. Enfin, vous inquiétez pas, c'est vraiment la première brique de base qui va nous aider à débloquer. Ouais. Aujourd'hui, on discute déjà avec pas mal de partenaires. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est la visibilité, c'est la notoriété, mais c'est aussi la communication en interne. Et du coup, j'en parle aussi sur ton podcast parce qu'il y a pas mal de voileux. Nous, on est à la recherche à la fois d'un parrain ou d'une marraine pour ce bateau, pour cette expédition, et puis d'entreprises qui ont l'habitude de sponsoriser des événements qui ont les mêmes valeurs que ton podcast, à la fois sur le déplacement de soi, l'aventure, la résilience, qui sont les valeurs qui s'incarnent totalement dans notre projet. Donc voilà, comme l'a dit Arnaud, c'est super simple. Vous allez sur le site batard.fr, vous pouvez lui shooter un mail et on prendra un réel plaisir à vous recontacter, à vous présenter le projet avec énormément d'énergie et à vous convaincre de le financer et de participer avec nous à cette aventure, de faire le drakkar le plus rapide du monde et de faire Toulouse-New York en 2024. Vous convaincre? Non, si vous en avez envie. Ah bien sûr, non mais... Le projet, il est assez sexy pour les gens. Mais ouais, non, c'est important. Tu vois, ça va de... C'est ça qui nous anime dans ce projet aussi. Ça va de quelqu'un qui nous donne 2 €, on est super content, à une entreprise qui va financer à plusieurs centaines de milliers d'euros sur 3 ans. Ouais. Tu vois, y a pas de... C'est un collectif, quoi. Super. Bah, écoutez, je pense que c'est clair du coup pour tout le monde. Je mettrai évidemment tout en description de l'épisode. Trop cool. Parce que effectivement, on a deux trucs. On a le site batard.fr et puis on a que 2 outils. Enfin, on a 2 outils pour communiquer qui sont Instagram, les bâtards, et surtout la chaîne YouTube. Qui s'appelle aujourd'hui Batard la compagnie, on n'a pas encore réussi à la renommer, et qui elle va vendre du rêve parce que du coup on a toutes les vidéos de la dernière expédition, donc là on ment pas, c'est directement ce qu'on sait faire, quoi. Génial, bah, j'inclurai tout ça. Super, un très 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 grand merci à tous les deux. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à partager? On fait un gros bisou à Lucie qui nous a mis en relation et qui nous a fait découvrir ton podcast. Merci Lucie. Excellent. Super. Bah écoutez, encore merci Thomas et Arnaud pour cette présentation du projet, de vos parcours aussi. Merci à toi Loïc. Ça super beaucoup. Intéressant au final de voir un peu les parallèles que vous faites entre vos activités d'entrepreneur et le collectif Batard. Et merci de nous avoir fait rêver pendant un tout petit peu plus d'1 heure et demie sur ce projet complètement fou qui arrive. En tout cas, moi, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Et je vous souhaite plein de succès. Yes, merci beaucoup Loïc. Rendez-vous en 2024 quand on aura fait la traversée. Surtout, rendez-vous dès cet été pour participer à la construction du bateau. Là, on pose la quille cet hiver, quoi. Donc, on pourrait venir faire une émission et interviewer. Ça, c'est stylé. Ah ouais, bien sûr. Je pense que ça sera l'occasion aussi d'avoir des formats de podcast un peu plus sympas quand on pourra un peu plus bouger avec ce Covid et d'enregistrer un épisode directement dans le bateau et dans le chantier naval, quoi. Bon, on en parle tout de suite. Bonne soirée à tous les deux, du coup. Encore merci. Bonne soirée. Merci Loïc.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!